Nous allons prendre enfin un autre exemple, donc qui est l'exemple du grec Strabon. Donc Strabon qui, dans Géographie livre 17, nous dit « Et si le monde leur doit de savoir », donc en parlant des Égyptiens, donc si le monde leur doit de savoir aujourd'hui combien de fractions de jours il faut rajouter aux 365 jours pleins pour avoir une année complète, écoutez bien la déclaration de Strabon. Strabon dit, livre 17, « Les Grecs ont ignoré la durée vraie de l'année et bien d'autres faits de même nature, jusqu'à ce que des traductions en langue grecque des mémoires des prêtres égyptiens aient répandu ces notions parmi les astronomes modernes. » Ici, on voit bien que pour Strabon, les connaissances scientifiques ont été le fruit de traductions de mémoires scientifiques réalisées donc par les savants de Kémet, donc de l'Égypte ancienne, et ces traductions ont permis donc aux esprits grecs de découvrir des notions, notamment celles citées tout à l'heure par Platon, de géométrie, d'astronomie, de mesure du temps, dont on parlait Hérodote, et beaucoup d'autres choses, vraisemblablement, comme le suggère Platon. Donc, à cette liste donc de peuples ayant servi de source de formation aux Grecs, Strabon rajoute les écrits et les observations des Chaldéens. Donc nous verrons lors d'une prochaine fois le rapport entre l'Afrique ancienne et les Chaldéens. L'historien juif Flavius Joseph, donc 93 de notre ère, s'est retrouvé face à un dilemme parce que dans une discussion où il souhaitait démontrer l'intériorité des Juifs, il s'est trouvé confronté à un problème de documentation historique. Donc, pour lui, il lui suffisait, dans la logique de sa démarche intellectuelle, de retrouver dans les écrits d'un certain nombre de peuples des passages où il était question des Juifs. Mais le gros problème de Flavius Joseph concerne justement le monde grec, qui, pour lui, et dans l'analyse qu'il a faite de la situation, n'a même pas été en mesure de tenir des annales sur sa propre histoire même, c'est-à-dire la Grèce antique n'a pas été en mesure de tenir des annales à l'origine, donc sur elle-même. Donc à plus forte raison sur les autres peuples. Donc voilà pourquoi, contraint et forcé, il exclut la civilisation grecque du cadre de ses recherches. Donc voilà la déclaration officielle donc de Flavius Joseph dans Contrapion. Les Grecs n'ont pas dès l'origine tenu des annales officielles. Car non seulement chez les autres Grecs, on négligea de rédiger des annales, mais même chez les Athéniens, qu'on dit autochtones, et soucieux d'instruction, on trouve que rien de semblable n'a existé. Que dire en effet des Arcadiens, qui vantent l'ancienneté de leur race? C'est à peine si plus tard encore ils apprirent l'écriture. Le pays de Grèce a essuyé 1000 catastrophes qui ont effacé le souvenir des événements passés, et à mesure qu'ils instituaient de nouvelles civilisations, les hommes de chaque époque croyaient que toute chose commençait avec la leur. C'est tardivement aussi, et difficilement qu'ils connurent l'écriture. En tout cas, ceux qui veulent reculer l'usage le plus loin se flattent de l'avoir appris des Phéniciens et de Cadmos. Nulle part en Grèce, on ne trouve de récit plus ancien que la poésie d'Homère. Donc Homère, c'est 800 avant notre ère. Donc on voit bien que de l'aveu des Européens anciens, il n'y avait aucune science, aucun corpus scientifique constitué en Europe, et cela, je dirais, avant l'arrivée donc d'un certain nombre de personnalités tardives, c'est-à-dire les Platon, les Thalès, les Pythagore, qui ont avoué eux-mêmes avoir été en Égypte. Nous savons par exemple que Pythagore a passé 22 ans en Égypte, donc à apprendre les mathématiques, à apprendre la langue égyptienne pour traduire les documents donc égyptiens en grec, comme l'a très bien compris Strabon. C'est à partir du moment où il y a eu récupération du savoir constitué par autrui que l'Europe a pu effectivement accéder à la civilisation. Voilà la réalité scientifique de l'histoire de l'Europe. Le reste n'est que fantasme et romance historique. Ici, Jean-Pierre Vernant, donc qui est auteur d'un ouvrage Mythes et pensées chez les Grecs, nous dit ceci. Donc c'est le fruit en fait de son analyse donc de la situation historique de la Grèce aux alentours donc du VIe siècle avant notre ère. Il dit voilà. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, la pensée astronomique en Grèce
ne repose pas encore sur une longue suite d'observations et d'expériences. Elle ne s'appuie pas sur une tradition scientifique établie. Dans la Grèce archaïque, il n'y a pas encore de science constituée. Les Grecs ont donc utilisé des observations, des techniques, des instruments que d'autres avaient mis au point. Donc voilà le fond de la réalité historique. Les Grecs ont donc utilisé des observations, des techniques, des instruments que d'autres avaient mis au point. Donc voilà exactement ce que l'historiographie eurocentriste occidentale aujourd'hui a du mal à révéler. L'histoire, nous dit-on, commence avec l'invention de l'écriture. Que dire alors de l'apparition des bibliothèques dans l'histoire d'une civilisation? Nous nous apercevons qu'en Europe, la première bibliothèque publique a été fondée à Athènes. C'est aux alentours de -600 avant notre ère, petite bibliothèque, on l'a droit à Pisistrate. Par la suite, aux alentours de 200 avant notre ère, à Rome, la première bibliothèque, donc qui est qu'une bibliothèque privée, est l'œuvre de la famille romaine Scipion. Et c'est Auguste César, en fait, qui va inaugurer les bibliothèques publiques vers le 1er siècle, donc avant notre ère. Par contre, on s'aperçoit que, par exemple, en 1800 avant notre ère, en Syrie, sur le site d'Ebla, on a découvert des vestiges d'une bibliothèque qui remonte effectivement à 1800 avant notre ère. Et en 2000 et voire en 2002 avant notre ère, en Égypte, on a retrouvé des bibliothèques, des vestiges de bibliothèques. Vous voyez, par exemple, l'égyptologue Flinders Petrie, donc un égyptologue anglais, a retrouvé des vestiges de la bibliothèque sacrée du temple de Ramsès II vers 1270 avant Jésus-Christ, qui contenait d'ailleurs des papyrus qui remontaient à près de 2000 avant notre ère, dont certains étaient des textes dramatiques. Donc des textes dramatiques dont il faut encore faire le lien avec la dramaturgie grecque au niveau du théâtre. Parce que comme le révèle Hérodote, les pièces de théâtre et les textes donc de l'Égypte ancienne mettaient notamment en valeur l'histoire d'Osiris, d'Isis et de Seth. Donc c'était des textes dramatiques. Donc il faut trouver aussi dans ce domaine artistique cette source-là d'inspiration du théâtre dramatique grec. Donc en Égypte, les bibliothèques portaient le nom de pour la guérison de l'âme. Pour les Africains anciens de la période pharaonique, la bibliothèque était aussi une façon de guérir l'âme humaine. L'homme ne vit pas simplement de pain, mais aussi de savoir. Autre chose importante, nous savons que le mot bibliothèque existe en égyptien ancien. En égyptien ancien, une bibliothèque se dit per mediat. Mediat, livre, per maison, la maison des livres. Maison des livres, per mediat. Nous avons vu tout à l'heure que les Grecs n'utilisaient pas d'annales. Par contre, en langage pharaonique, nous retrouvons donc l'inscription hiéroglyphique, qui veut dire annales, donc c'est le terme génoute. Donc génoute, tout simplement, c'est les annales en égyptien ancien. Pour bien expliquer la raison pour laquelle les Européens sont venus en Afrique acquérir un certain nombre de savoirs, il fallait donc démontrer que de leur propre aveu, ils reconnaissaient qu'à l'origine, ils ne disposaient pas de connaissances scientifiques. C'est ce que nous avons voulu faire en présentant les arguments de Platon, de Strabon, d'Hérodote et de beaucoup d'autres, donc qui ont eux-mêmes reconnu et avoué que les connaissances, ils les ont reçues à partir du moment où ils ont été en contact avec les travaux scientifiques des prêtres de l'Égypte ancienne. À partir de ce moment-là, vu que le thème de ce diaporama, c'est d'expliquer comment les Européens sont venus puiser en Afrique la connaissance de la sculpture, nous pouvons donc analyser l'histoire du premier corpus artistique de l'Europe, qui est le corpus artistique des kouros. Qu'est-ce qu'un kouros? Le kouros, ou kourois au pluriel, représente en fait le premier corpus artistique européen dans le domaine de la sculpture. Et c'est un corpus qui est apparu dans la période archaïque de la Grèce, c'est-à-dire aux alentours de 650 avant notre ère. Donc si les premiers kourois étaient en bois, les Grecs en fabriquèrent en pierre, notamment avec le marbre qui provenait de l'île de Paros et aussi